Vous et votre enfant n'êtes que des profiteurs. C'est ce que ma jeune sœur m'a dit alors qu'elle vivait dans la maison que j'avais payée. Et devinez quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ai-je toléré cela, ou lui ai-je donné une leçon? Suivez mon histoire et donnez-moi vos conseils. Il y a 1 an, je me tenais devant la maison de mes parents, là où je suis né et où j'ai grandi. Le ciel était gris, reflétant exactement ce que je ressentais à ce moment-là. Cela faisait 15 ans que je n'y avais pas mis les pieds, et si ce n'avait été pour l'appel téléphonique urgent de ma mère, je ne serais jamais revenu. Bonjour, je m'appelle Anna. J'ai 34 ans et je suis directrice de création dans une agence de publicité à Seattle. J'ai un fils de 10 ans, Noah. Il est mon monde entier. Je me souviens de ce samedi fatidique où ma mère m'a appelé. Sa voix tremblait. Tu dois rentrer immédiatement. La famille est dans de sérieux problèmes. Mais la famille, dont elle parlait ne m'avait jamais vraiment incluse. Car, aussi loin que je me souvienne, une seule personne dans cette famille a toujours compté, ma jeune sœur, Émilie. Le souvenir du jour où j'ai quitté cette maison est toujours vif. J'avais 19 ans, tenant une lettre d'acceptation de l'UCLA, lorsque mes parents m'ont appelé dans le salon et m'ont annoncé la nouvelle qui m'a anéanti. Nous avons utilisé l'intégralité de ton fonds universitaire pour investir dans Émilie. Investir, ai-je étouffé. Ma mère a hoché la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Émilie a un don pour les arts. Nous l'avons inscrite dans une académie prestigieuse. Elle a besoin de cet argent pour suivre son rêve. Le rêve d'Émilie. Et le mien? Tu peux contracter des prêts étudiants pour l'université, Anna, m'a dit ma mère, essayant de me faire comprendre, mais cette opportunité pour Émilie, c'est unique dans une vie. Et ainsi, j'ai quitté la maison une nuit d'été étouffante avec rien d'autre qu'une vieille valise, quelques vêtements et le peu d'argent que j'avais économisé grâce à des petits boulots au lycée. Personne ne m'a fait ses adieux. Pas un seul mot d'inquiétude. Mes parents ne m'ont pas donné un sou, aucun soutien financier, aucun chèque secret, aucun compte d'épargne caché pour m'aider à commencer une nouvelle vie. Ils m'ont laissé avec des appels téléphoniques occasionnels, juste assez pour entretenir les apparences. Vas-tu bien, m'a demandé ma mère un mardi après-midi, 2 mois après mon départ. Pendant un instant, j'ai voulu croire qu'elle se souciait de moi, mais dès que j'ai répondu, son ton est resté indifférent. Bien. Je vérifiais. Oh, au fait, Émilie a été très occupée ces derniers temps. Elle vient d'être acceptée comme étudiante par un professeur renommé. Je suis restée silencieuse. Pas un mot d'encouragement. Il n'y avait pas de question sur la façon dont je m'en sortais ou si j'avais assez à manger. Seulement Émilie, Émilie, et encore Émilie. Chaque appel après cela était le même. C'était juste une formalité, pour qu'il n'ait pas à se sentir coupable. En repensant à mes années d'université, je me souviens comment je jonglais entre les études et le travail, passant constamment des cours au quart de travail. Le jour, j'étais une étudiante dévouée, la nuit, j'étais une barista dans un petit café, prenant parfois des heures supplémentaires dans un dépanneur pour payer mon loyer. Il y a eu des nuits où j'ai dû dormir au travail parce que je ne pouvais pas me permettre ma chambre, des jours où je survivais avec du pain périmé parce que je devais choisir entre payer mes frais de scolarité ou acheter de la nourriture. J'ai lutté. Je me suis effondré. J'ai pleuré pendant de longues nuits solitaires, mais je n'ai jamais regardé en arrière. Chaque fois que l'épuisement me donnait envie d'abandonner, je me souvenais des visages indifférents de mes parents lorsqu'ils m'ont dit que mes rêves n'avaient pas autant d'importance que ceux d'Émilie, et cela est devenu ma motivation pour continuer. Après 4 années de lutte pour concilier études et travail, j'ai obtenu mon diplôme avec mention et j'ai eu la chance d'obtenir un emploi stable dans une grande agence de publicité à Seattle. Pour la première fois, je n'avais plus à me soucier du loyer. Je n'avais plus à compter chaque centime à l'épicerie. Je n'avais plus à faire des quarts de nuit supplémentaires pour survivre. Je pensais que mes parents seraient fiers de moi, mais la vérité est qu'ils ne se souciaient pas du chemin que j'avais parcouru. Ils ne se souciaient que d'une chose, j'avais de l'argent maintenant. Cela a commencé par des messages de vacances occasionnels, viens-tu à la maison pour Noël? Nous prévoyons une grande fête. Je suis sûr que tu aimerais contribuer un peu, n'est-ce pas? Thanksgiving arrive. Peux-tu commander un service de porcelaine fine pour moi? J'en ai vu un magnifique sur le site web de XYZ, seulement $500. Je sais que ton travail se porte bien. L'anniversaire de ton père approche. Tu ne veux pas lui offrir une nouvelle montre? Tu sais combien il aime Rolex.
Chaque invitation était assortie d'une suggestion subtile pour un cadeau coûteux, pas une seule question sur mon état, pas une seule conversation sur ma vie, seulement de l'argent. Je n'étais pas surprise, mais j'ai refusé chaque demande. Je suis occupé par le travail. Je ne pourrai pas venir. Mon emploi du temps est complet. Vas-y et commande ce cadeau pour papa. Envoie la facture à Émilie. Elle a toujours été la plus importante, de toute façon. Je me fichais de ce qu'ils pensaient. Ils m'ont abandonné en premier, je n'avais aucune raison de jouer selon leurs règles. Mais je ne suis pas ingrate. Bien que je n'ai jamais pu leur pardonner, j'ai quand même envoyé une petite somme d'argent pour leurs anniversaires, $2000, non pas parce que je m'en sentais obligé, mais simplement parce que je voulais garder ma conscience tranquille. Argent d'anniversaire pour papa. J'espère que vous l'utiliserez à bon escient. Pas de vœux chaleureux, pas de carte, c'était juste un virement bancaire froid et impersonnel, rapide et détaché. Je ne m'attendais pas à de la gratitude, et bien sûr, ils ne m'ont jamais remercié une seule fois. 2 ans après mon diplôme, je me suis marié. Il était autrefois mon collègue spirituel, charmant et apparemment un homme responsable. Nous avons construit une petite famille ensemble, puis Noah est né. Mais le mariage n'est jamais simple. Les nuits blanches, un bébé qui pleure, les disputes sur les responsabilités ménagères, les moments de silence où il n'y avait plus rien à dire, j'ai essayé, je l'ai fait. Mais un jour, j'ai découvert qu'il me trompait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas posé de questions. J'ai fait ses valises, je les ai laissées à la porte et je lui ai dit calmement, tu peux partir maintenant, ou attendre que je jette tout par la fenêtre. Nous avons divorcé après 3 ans. Pourtant, il est resté un père responsable. Chaque mois, il contribuait financièrement à subvenir aux besoins de Noah, et c'est tout ce dont j'avais besoin de lui. Après tout cela, je suis devenue une femme forte non pas parce que je le voulais, mais parce que la vie ne m'a laissé le choix. Je ne croyais plus aux relations amoureuses, pas de rencontres, pas d'amour, pas de recherche de quelqu'un pour combler un espace dans ma vie. Noah était tout pour moi. Chaque matin, je l'emmenais à l'école, chaque soir, je lui lisais une histoire avant de dormir. Nous regardions des films, cuisinions ensemble le week-end, où nous nous prélassions sur le canapé, profitant de la paix pour laquelle j'avais tant sacrifié. Après 7 ans de travail acharné, j'ai été promue directrice de création à un poste prestigieux avec un salaire annuel de $300 000. Avec cela, j'ai acheté un appartement haut de gamme au centre-ville de Seattle, au spacieux, sécurisé, entièrement équipé à un endroit où Noah et moi pouvions vraiment nous sentir chez nous. Tout était enfin en place. J'avais un excellent travail, une vie stable et, surtout, j'avais Noah, la seule personne au monde qui me tenait vraiment à cœur. Mais ensuite, un appel téléphonique il y a 1 an a tout changé. Viens immédiatement. Ton père est à l'hôpital. Notre famille est dans de sérieux problèmes. La voix de ma mère tremblait au téléphone, et j'ai entendu une vraie peur dans ses paroles pour la première fois depuis des années. J'ai serré mon téléphone fermement, mon esprit en pleine tourmente. Mon premier instinct était de l'ignorer. J'avais l'habitude de n'être rappelé que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de moi. Cette fois n'était pas différente. Mais une autre pensée s'est insinuée, quoi qu'il arrive, il était toujours mon père. J'avais passé toute ma jeunesse à fuir, à essayer d'oublier la douleur qu'il m'avait causée, mais que se passerait-il si c'était vraiment la dernière fois? Si je ne revenais pas, le regretterais-je pour le reste de ma vie? Je ne retournais pas pour eux, je retournais pour moi-même, parce que je ne voulais pas vivre avec le sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. L'après-midi suivant, après un long trajet en voiture, je suis arrivé à la maison. Ma mère m'avait informé que mon père avait déjà été renvoyé de l'hôpital. Lorsque je suis arrivé, la porte s'est ouverte, et elle se tenait là, les yeux rouges et gonflés. Elle avait l'air plus vieille que je ne m'en souvenais, peut-être à cause du temps, ou du poids de ses mauvaises décisions. À l'intérieur, mon père était assis dans son fauteuil habituel du salon, le dos légèrement voûté, les cheveux maintenant plus argentés qu'il y a 15 ans. Je suis entré, Noah me suivant silencieusement, absorbant tout. Le regard de ma mère s'est rapidement déplacé au-delà de moi, se posant sur lui. C'est à ce moment-là qu'elle a enfin réalisé sa présence, tout comme mon père. Ils ont remarqué quelque chose d'autre qu'eux-mêmes pour la première fois depuis que j'ai franchi cette porte. Oh mon Dieu! Ma mère s'est couverte la bouche, la voix tremblante. Mon père a cligné rapidement des yeux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Mon fils, Noah, le petit-fils dont ils ne se sont jamais souciés, dont ils n'ont jamais cherché à parler, ni même essayé de rencontrer où il se tenait là,
ses yeux bleus reflétant les miens, ses cheveux bruns ondulés légèrement ébouriffés, sa petite main serrant l'ourlet de ma chemise. Noah, a finalement dit ma mère, sa voix soudainement plus douce, presque inconnue. Noah a hoché poliment la tête, mais avec prudence. Et puis, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, le comportement de mes parents a complètement changé. Les gens qui avaient passé des années à me manipuler pour de l'argent se sont soudainement transformés en grands-parents parfaits. Tu as tellement grandi. Mon Dieu, il a l'air si intelligent. Ma mère a rayonné, tendant la main comme pour le toucher. Mon père a hoché la tête avec approbation. Il ressemble à Anna quand elle était petite, mais plus grand. Aimes-tu le sport, mon petit? Je pourrais t'apprendre le golf. Je suis resté là à regarder leur petite performance se dérouler. Il y a 30 secondes, ils ne se souciaient pas de moi, mais maintenant, lorsqu'ils ont vu Noah, ils se sont empressés de montrer de l'affection comme s'ils n'avaient pas passé des années à faire semblant que je n'existais pas. Après quelques minutes passées à cajoler Noah, ma mère m'a finalement invité à m'asseoir. Je n'ai pas bougé, les bras croisés. J'ai demandé sèchement, pouvons-nous sauter le numéro et aller droit au but? Elle s'est mordu la lèvre, les yeux se remplissant de larmes. La maison va être saisie par la banque, Anna. Nous avons besoin d'aide. Je n'étais pas surprise. Au moment où elle avait appelé, j'avais déjà deviné la vraie raison. J'ai attendu ce qui allait suivre, et bien sûr, le nom familier a suivi. Émilie a contracté un énorme prêt pour investir dans sa boutique de mode, mais l'entreprise a fait faillite, et elle ne peut pas le rembourser. Nous avons hypothéqué la maison pour l'aider, et maintenant la banque l'a saisie. J'ai ri. Émilie? Toujours Émilie? Elle a fait une bêtise, et mes parents se sont précipités pour réparer. Elle s'est mise dans le pétrin, et ils m'ont impliqué pour nettoyer le désordre. Je me suis tourné vers mon père, qui avait observé la conversation en silence. Et maintenant, vous voulez que je rembourse sa dette? Il a hoché la tête lentement, sans une once de honte. Tu as un excellent travail, Anna. Aide juste un peu, pour que la famille ne perde pas la maison. Je me suis moqué. Quelle famille? Mes parents se sont regardés, sans rien dire, car ils connaissaient la vérité. Ils ne m'avaient jamais traité comme un membre de la famille. Je n'étais pas surprise, mais une chose était sûre, cette fois, je n'étais plus la fille faible et impuissante que j'avais été il y a 15 ans. J'ai croisé les bras, ma voix calme mais froide. Combien s'élève la dette? Mes parents ont hésité, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que je pose cette question. Ma mère a avalé sa salive, puis a parlé prudemment, environ 250 000 $. Mais si nous pouvons payer 150 000 $ d'avance, la banque pourrait prolonger l'échéance. J'ai ri d'incrédulité. 150 000 $? Pensez-vous sérieusement que je vais sortir ce genre d'argent pour sauver cette maison? Mon père a soupiré. Anna, 150 000 $, ce n'est pas tant que ça pour toi. J'ai serré les poings, essayant de contenir ma colère, mais avant que je puisse répondre, la porte s'est soudainement ouverte. Émilie est entrée. Elle a levé un sourcil en me voyant, son expression dégoulinant de moquerie. Oh, tu es venu jouer les héroïnes? J'ai expiré brusquement. Non. J'ai vu à quelle fréquence ils étaient prêts à me sacrifier pour toi. Émilie s'est moquée, croisant les bras. Sa voix était tranchante comme une lame. Tu aimes toujours jouer les victimes, n'est-ce pas? Je l'ai regardée, sentant une fureur lente et brûlante monter en moi. Émilie, la petite sœur gâtée qui n'avait jamais connu la difficulté et qui avait toujours considéré que tout lui était dû. Mes parents m'avaient volé mon avenir pour lui donner tout, et maintenant la voilà, sans une once de remords, sans une once de gratitude. Elle attendait que je me sacrifie à nouveau pour elle, mais cette fois, je ne le ferai pas. J'ai respiré profondément, j'ai regardé droit dans les yeux mes parents et Émilie, et j'ai parlé clairement, en soulignant chaque mot. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vous donnerai ma réponse dans 3 jours. Ma mère a soupiré de soulagement, comme si elle s'était temporairement débarrassée d'un poids sur ses épaules. Mon père a hoché la tête, l'expression calme, mais ses yeux trahissaient son impatience. D'un autre côté, Émilie a roulé des yeux, croisant les bras avec un sourire narquois. Tu continues à faire un spectacle, hein? Nous savons tous que tu reviendras avec ton portefeuille grand ouvert. Je n'ai pas réagi. Il n'y avait pas besoin. Sans autre mot, j'ai pris la main de Noah et j'ai quitté une pièce remplie d'attentes et de calculs. Sur le chemin du retour, Noah a parlé le premier, sa voix pleine d'inquiétude.
Maman, ça va? Je lui ai adressé un sourire rassurant, serrant doucement sa petite main. Ça va, Noah. C'est juste qu'il y a certaines choses auxquelles je dois réfléchir attentivement. Noah a hoché la tête, sans insister, mais je savais qu'il pouvait sentir la tension en moi. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Daniel, un ami proche de l'université qui est maintenant avocat en immobilier. Dès qu'il a décroché, j'ai sauté les politesses et suis allé droit au but. Daniel, j'ai besoin de tes conseils. Mes parents sont sur le point de perdre leur maison, et bien sûr, ils s'attendent à ce que je les sauve. Daniel a laissé échapper un court rire amusé. Sa voix était empreinte de sarcasme. Alors, après toutes ces années, ils se souviennent soudainement que tu existes? J'ai soupiré, l'épuisement s'infiltrant dans mon ton. Exactement. Et le plus ridicule, c'est qu'ils agissent comme si mon aide était acquise. Daniel est resté silencieux pendant quelques secondes avant de demander brutalement, « Anna, envisages-tu sérieusement de les aider ?» Je me suis mordu la lèvre, réfléchissant un instant avant de répondre honnêtement. Je ne veux pas aider Émilie, mais je ne peux pas complètement tourner le dos à mes parents, quoi qu'il arrive. Ce sont toujours les personnes qui m'ont donné la vie. Daniel a soupiré, sa voix baissant légèrement. J'ai une suggestion. Si tu veux les aider tout en gardant les choses justes. J'ai rétréci les yeux, méfiante. Continue. Daniel a parlé lentement et délibérément. Tu peux acheter la maison directement et la mettre à ton nom. Laisse-les y vivre, mais pas gratuitement. Établis un accord clair, s'ils remboursent les 250 000 $ en totalité, la maison leur revient, sinon, elle reste à toi. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, réfléchissant. Cette solution ne permettrait pas seulement à mes parents de rester et de les obliger à assumer la responsabilité de leur choix, plus important encore, elle garantissait qu'Émilie n'aurait jamais une autre chance de me faire tomber à nouveau. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit fermement, j'aime ce plan. Daniel a gloussé au téléphone. Tu as toujours été la plus rationnelle, Anna. Très bien, je vais m'occuper des papiers. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Dans 3 jours, je retournais dans cette maison, mais cette fois, les choses seraient à mes conditions. 3 jours plus tard, je suis retourné dans la maison de mon enfance, cette fois avec Daniel, mon avocat. Je ne suis pas venu les mains vides. Je suis venu avec un contrat qui lirait tout légalement. Lorsque mes parents ont ouvert la porte, leur visage était rempli d'inquiétude et d'anticipation. Je pouvais dire qu'ils s'étaient persuadés que j'allais offrir une solution raisonnable, c'est-à-dire une grosse somme d'argent sans condition. Ils avaient tort. Daniel et moi sommes entrés et nous nous sommes assis. Sans perdre de temps, j'ai placé le contrat sur la table et j'ai parlé clairement, en articulant chaque mot. J'achèterai cette maison et en conserverai la propriété légale. Vous pouvez continuer à y vivre, mais seulement comme locataire. Pour récupérer la propriété, vous devez rembourser 250 000 $ dans les 5 ans. Sinon, la maison reste à moi. Et Émilie, je me suis tourné vers elle, ma voix semblable à de l'acier, tu n'auras droit à aucun centime de cet argent. Silence. Mes parents étaient stupéfaits, comme s'ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient d'entendre. Ma mère a immédiatement éclaté en sanglots, sa voix se brisant. Anna, comment peux-tu faire ça à tes parents? Mon père est resté silencieux, essayant probablement d'évaluer la situation. Mais Émilie? Elle n'a même pas essayé de contenir sa colère. Es-tu folle? A-t-elle crié, les yeux flamboyants de fureur. Tu fais sérieusement payer maman et papa pour vivre dans leur propre maison? Quel genre de fille fait ça? Tu es ingrate. Je me suis levé instantanément, ramassant le contrat sur la table. Très bien, alors, oubliez ça. Ma voix était glaciale alors que je me tournais vers la porte. La panique s'est installée immédiatement. Attends, Anna. La voix de mon père était aiguë, urgente. Je me suis arrêté, le regardant avec un défi silencieux dans les yeux. Ma mère a essuyé ses larmes et a rapidement hoché la tête. Nous acceptons tes conditions. J'ai souri intérieurement. Je savais qu'il le ferait. Daniel a rapidement finalisé les papiers, et 2 semaines plus tard, la maison était légalement à moi. Mes parents ont progressivement accepté la réalité. Ils ont cessé d'essayer de renégocier les termes, réalisant probablement que je ne changerais pas d'avis. Mais Émilie? Elle a refusé de l'accepter. Je savais qu'elle ne lâcherait pas facilement prise, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle descende si bas.
La guerre a commencé. 2 jours plus tard, c'était un dimanche. J'étais à la maison avec Noah lorsque mon téléphone a vibré. Anna, as-tu vu Facebook, un message d'un collègue. Vas-tu bien? Tout le monde parle de toi, un texto d'un vieil ami. J'ai froncé les sourcils et j'ai immédiatement ouvert Facebook. La première chose que j'ai vue était le dernier message d'Emily, accompagné d'une vieille photo de Noah et moi. Emily Thompson, c'est déchirant d'avoir une sœur sans vergogne ou une mère célibataire abandonnée par son mari, qui exploite maintenant ses parents pour le profit. Elle gagne beaucoup d'argent mais force toujours nos parents âgés à payer un loyer. Pas surprenant, vraiment. Elle a toujours été une sangsue, égoïste même enfant, et toujours jalouse de moi. Et maintenant, elle a fait pression sur nos parents pour qu'ils lui cèdent la maison et m'a expulsé de la seule maison que j'ai jamais connue. Je me demande quand elle cessera de jouer les victimes, étant donné qu'elle est la pire manipulatrice. Sous le message, il y avait des centaines de commentaires de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. Quel genre de sœur fait ça? Pauvre Emily. Elle doit avoir le cœur brisé. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse traiter ses parents comme ça à cause de l'argent. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire d'amusement. Emily avait commis une énorme erreur. Elle n'avait pas seulement répandu des mensonges sur moi, elle avait entraîné mon fils là-dedans, et c'est quelque chose que je ne lui pardonnerai jamais. J'ai quitté ma chambre pour trouver Noah assis à la table à manger, l'air mal à l'aise. Maman, mon ami vient de m'envoyer un message. Ils ont vu le message de tante Emily. Sa voix s'est faite plus silencieuse à chaque mot. J'ai serré les poings avant de m'asseoir en face de lui, me forçant à rester calme. Noah, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ça. Noah a hoché la tête, mais j'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux. J'ai immédiatement appelé Daniel, mon avocat. Il a décroché au deuxième appel. Anna, que se passe-t-il? J'ai besoin que tu envoies une mise en demeure immédiatement. Ma voix était glaciale. Je n'avais pas de temps à perdre. Daniel est resté silencieux une seconde avant de demander, qu'est-ce qu'Emily a fait cette fois? J'ai serré les mâchoires. Elle m'a diffamé en ligne, mais plus important encore, elle a entraîné Noah là-dedans. Le ton de Daniel a changé, devenant sérieux. C'est grave. Je vais rédiger une demande formelle pour qu'elle retire immédiatement le message, ainsi qu'un avertissement juridique. Si elle continue à répandre des mensonges, elle aura de vraies conséquences. Bien. J'ai pris une profonde inspiration avant d'ajouter, je veux qu'elle soit sortie de ma maison dans 2 jours. Daniel n'a pas semblé surpris. Je me doutais que ce n'était qu'une question de temps. Je vais m'occuper des papiers, mais sois prête à de grands théâtres. J'ai laissé échapper un rire sec. Tu me connais. Je n'ai jamais eu peur d'un combat. Cet après-midi-là, Daniel et moi sommes retournés à la maison de mes parents. Le soleil était encore levé, mais en moi, l'air ressemblait au calme avant la tempête. Daniel a gardé les yeux sur la route pendant tout le trajet, mais il m'a parfois regardé par le rétroviseur. Es-tu sûr de vouloir gérer ça en personne, a-t-il demandé. Je veux la regarder dans les yeux quand je la jetterai hors de ma maison, ai-je répondu froidement. Daniel a hoché la tête. Alors sois prête. Elle ne partira pas tranquillement. J'ai souri, mon regard fixé sur la route devant moi. J'y compte. À 16 heures, je suis arrivé à la maison. Je suis sorti de la voiture, Daniel à mes côtés, tenant une pile de documents juridiques. La porte s'est ouverte, mes parents se tenaient là, tendus. Emily était allongée sur le canapé, les jambes croisées, le téléphone à la main, agissant comme si rien d'important ne se passait. Daniel s'est éclairci la gorge et est allé droit au but. Emily Thompson, je suis le représentant légal de Anna. Selon les termes de la propriété, vous n'avez plus le droit de résider ici. Vous avez 48 heures pour quitter les lieux, ou nous procéderons à une expulsion légale. Emily a levé un sourcil, a posé son téléphone et a laissé échapper un rire sec. Oh, vous êtes sérieux, s'est-elle moquée, les bras croisés. J'ai fait un pas en avant, le regard vif. Ai-je l'air de plaisanter? Emily m'a regardé dans les yeux, puis a craché, tu penses être si puissante? Toi et ton petit bâtard n'êtes que des sangsues ou une femme pathétique abandonnée par son mari, qui prétend être forte mais qui n'est qu'une misérable ratée. Sans hésitation, je l'ai giflé. Le son de ma paume frappant sa joue a résonné dans la pièce. Les yeux d'Emily se sont élargis de surprise alors qu'elle se serrait le visage, incapable de croire ce qui s'était passé.
Elle ne m'avait jamais vu faire ça auparavant. La pièce est tombée dans un silence étouffant. Mes parents n'ont rien dit, ils se sont simplement tenus là, comme s'ils savaient qu'Émilie avait franchi la ligne, mais n'osaient pas intervenir. Je me suis rapproché, ma voix si froide que j'en étais moi-même surprise. Tu peux m'insulter autant que tu veux, Émilie, mais si tu entraînes à nouveau mon fils là-dedans, je promets que ce ne sera pas seulement une gifle. Émilie a serré les poings, sa mâchoire se resserrant de rage. Tu le regretteras, a-t-elle grommelé, les yeux brûlants de haine. J'ai ri, bas et sans humour. Non, Émilie. Pour la première fois de ma vie, je ne regrette rien. Daniel a fait un pas en avant, plaçant un document devant elle. Signez ceci pour reconnaître que vous avez reçu votre avis d'expulsion, sinon, attendez-vous à une convocation en justice la semaine prochaine. Émilie s'est tournée vers nos parents, le désespoir dans les yeux. Maman, papa, vous ne pouvez pas la laisser faire ça. Mes parents ont baissé la tête, silencieux. Émilie a regardé autour d'elle, réalisant que, pour la première fois, personne n'était de son côté. N'ayant pas d'autre choix, elle a attrapé le stylo et l'a signé avec une telle force qu'il a failli déchirer le papier. Puis elle a jeté le stylo sur la table, a attrapé sa valise et s'est précipitée vers la porte. Juste avant de partir, elle s'est retournée, les yeux pleins de fureur. Tu paieras pour ça. J'ai haussé les épaules, rencontrant son regard sans peur. Essaie. Et avec ça, la porte s'est claquée derrière elle. Cette fois, Émilie était partie. Une année s'est écoulée depuis le départ d'Émilie de ma vie, et les choses ont été tellement meilleures. Mes parents vivent toujours dans la maison que j'ai rachetée pour 250 000 $. Je ne les ai pas laissés sans abri ni ne leur ai fait payer de loyer, mais il y avait des limites. Une fois par mois, j'emmène Noah leur rendre visite. Je veux que mon fils maintienne une relation avec ses grands-parents, même si mon lien avec eux ne sera jamais le même. Je leur envoie toujours 2 000 $ par mois pour les aider à couvrir les factures et les frais de subsistance, non pas parce que je leur suis profondément attaché, mais parce qu'ils m'ont donné la vie, et je ne veux pas vivre avec des regrets plus tard. Et Émilie ? Après avoir quitté ma maison, elle a été forcée de louer un petit appartement en plus de filet de sécurité ni de privilèges. J'ai entendu dire qu'elle travaille maintenant comme vendeuse dans un dépanneur. Ce n'est pas un mauvais travail, mais ce n'est certainement pas la vie qu'Émilie pensait être destinée à vivre. Parfois, mes parents parlent d'elle, soupirant de regret. Anna, Émilie est encore jeune. Elle a juste fait des erreurs, m'a dit ma mère une fois que j'étais en visite avec Noah. J'ai posé mon thé, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit froidement, si tu parles d'Émilie devant moi encore une fois, tu peux quitter cette maison. Silence. Ils savaient que je ne plaisantais pas. Ils avaient déjà perdu trop de privilèges lorsque j'ai pris le contrôle de ma vie, et ils ont compris une chose clairement, s'ils voulaient un quelconque soutien de ma part, Émilie n'était plus un sujet de discussion. Étais-je trop cruel ? Je ne sais pas. Pour certains, je devrais être plus indulgente. Je devrais accueillir Émilie et être plus ouverte envers ma famille. Mais pour moi, la famille n'est pas garantie par le sang, elle est construite sur le respect et l'amour véritable. Mes parents ont choisi Émilie plutôt que moi à maintes reprises, et maintenant je choisis Noah. Je me choisis moi-même. Et vous ? Ai-je bien fait de prendre mes distances avec mes parents et de couper complètement les ponts avec Émilie ? Ou aurais-je dû leur donner une autre chance ? Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître vos pensées. Et si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer de futurs contenus. Merci de votre écoute, et souvenez-vous toujours, parfois, s'éloigner d'une famille toxique est la meilleure façon de s'aimer soi-même.